Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et les débats avec vous et cette actualité politique insensée, on va y revenir dans un instant avec Sophie de Menton. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, heureuse de vous retrouver. Et moi donc. Jean-Claude Beaujour. Bonjour Jean-Claude, Bonjour avocat, Valérie. président du Forum Transatlantique. Éric Revel, journaliste. Madame. Bonjour, Mesdames, éditorialiste. monsieur. Sur Sud Radio, tout compte fait, les lundis et mardis à 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio. Ça sent la fin de la semaine à l'île de Ré. Non, avant c'était tous les jours. Vous disiez c'était donc lundi, mardi. Mais je ferai aussi les vraies voix. Je ferai aussi les vraies voix avec Philippe Non, David, mais c'est la puisque vous semaine de parliez 4 la jours grille de maintenant, puis ça va être 3 jours. Ouais, Ouais. c'est Pour deux- une Puis on L'île de peut Ré, faire c'est du 3 jours. télétravail. Voilà. On peut Il y a du intervenir boulot. par application, John. Et hein. Jean-Luc Benamias qui est avec nous également, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental, dont on a beaucoup entendu parler depuis 24 heures, visiblement. Bon, ça va s'arrêter très vite. Oui, ça va s'arrêter très vite. Hein. Donc évidemment, on va consacrer une bonne partie de l'émission à la situation politique parce que c'est quand même une situation absolument insensée, une situation dingue, avec cette attente de la nomination d'un Premier ministre, avec des noms qui sont jetés en pâture depuis les résultats des législatives. Écoutez, j'avais envie de vous faire écouter cette chanson de Jacques Brel. Tout nu dans ma serviette Non. qui me servait de C'est le pain. refrain. Ouais, Au c'est le suivant. refrain. J'avais le rouge au front et le savon. Parce que tout nu dans sa serviette, Oui. c'est plutôt Philippe Catherine. Au suivant, Voilà. Oui. Sans serviette. Au suivant, voilà, c'était le refrain. Au suivant, à qui sera le prochain? Donc Thierry Baudet, on va y revenir dans un instant. Sera-t-il à Matignon? Visiblement, ça ne sera pas le cas. On va parler de la rentrée scolaire. Mais pourquoi visiblement, pardon Valérie, mais Quoi visiblement ça sera pas le cas. Il faut quoi les journalistes? Bon. Je n'en peux plus là. Vous avez raison, mais nous reviendrons sur le tweet Bon. d'Éric dans un instant. On va commencer déjà sur ce qui a retenu votre attention en dehors de cette actualité politique. Jean-Luc, on va commencer avec vous. Vous vouliez rendre hommage à Oui, un bon, grand c'était pas. avocat. C'est un hommage, hein, c'est un coup de cœur, on va dire ça comme ça, mais c'est un hommage à Henri Leclerc, qui est décédé à 90 ans, c'est un bel âge, hein, ça va, voilà, un grand homme, grand avocat du barreau, très proche de Robert Badinter, comme chacun le sait, une histoire gigantesque de défense des droits humains, de présidence de la Ligue des droits de l'homme, de présidence de toutes les instances européennes au niveau mondial, au niveau des droits de l'homme. Voilà, une grande vie, une belle vie. Oui, et c'était un grand plaideur, homme, en tout cas, qui a été, vous le connaissiez, vous l'aviez rencontré, Jean-Claude? Bien sûr. Grande figure du barreau. En tant qu'avocat, Leclerc était une grande figure du barreau. Mais vous voyez, au-delà de dire que c'était une grande figure du barreau, ce sont les principes qu'il Oui, bien sûr. défendait qui sont importants. C'est bien clair. Et aujourd'hui, ces principes sont parfois battus en brèche ou sont mal expliqués. Par exemple, le droit à la défense, quel que soit ce qu'un individu a fait, on voudrait parfois qu'il y ait un procès expéditif. On devrait déjà le condamner. Non, nous ne sommes pas la période révolutionnaire. Et c'est ça aussi que défendait Leclerc. Leclerc défendait le fait que chacun a droit à un défenseur, chacun a droit à un procès équitable, chacun a droit à ce que l'on passe un peu de temps sur son cas, parce que derrière un criminel, il y a de la souffrance, il y a des choses qui peuvent aussi faire évoluer la société, parce qu'il suffit pas de dire on met en prison, on ne regarde pas et tout ira bien. Il faut, c'est comme une maladie, Vous avez il faut juger. parfaitement raison, mais ça n'explique pas la lenteur. Vous dites il faut prendre le temps. Oui. Sophie, vous avez par exemple raison de parler de la lenteur. Lenteur de la justice. Mais quand on dit lenteur de la justice, et moi j'entends la souffrance des justiciables, je suis avocat et j'entends quand on a des renvois à 6 mois, 1 an, c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Pour autant, et j'ai envie de dire surtout, que n'a-t-on pas fait pour pouvoir donner à la fois des moyens, parce que les magistrats ne chôment pas. Il faut arrêter de dire que les magistrats seraient là. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais j'ai pas dit que c'est vous. Mais c'est ce qu'on entend. On croit que les magistrats ne chôment pas. Un procureur me disait récemment, je vais vous dire, elle me disait, mais moi, mes services fonctionnent. Et mes services peuvent fonctionner, sauf que, en amont,
Le problème, ce sont les enquêtes de police ou gendarmerie, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équipes pour pouvoir faire les enquêtes, parce que le magistrat, il juge en fonction de l'enquête. Donc on va pas refaire la question judiciaire aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que nous avons tous raison de dire que nous sommes impatients d'avoir une justice au niveau où elle devrait être, mais malheureusement, eh bien, on a pris 30 ans de retard. Et dans tous les secteurs, donc c'est insupportable. Hommage, en tout cas, hommage à Henri Leclerc. Sophie, c'est un coup de cœur. Alors non. Non. Alors c'est un coup de cœur. Finalement, la chose pour faire avancer le Schmilblick. C'est un coup de cœur pour l'école à domicile. Et c'est un coup de gueule pour le fait de l'interdire. Alors je sais ce que vous allez me dire, Valérie. Pas du tout, je le vois sur votre visage. On est, je constate que la liberté recule. Le libéralisme est quelque chose qui n'existe de moins en moins. Et sous prétexte valable qu'il y avait à domicile de l'enseignement et des familles qui islamistes, enfin c'est pour empêcher effectivement ce regroupement d'écoles islamistes à domicile, qu'on a tout simplement décidé que l'école à domicile n'aurait pas lieu. Vous avez des petits Français, des enfants qui ont besoin de cette école à domicile. Les examens sont faits, ils sont mal faits, ils sont refusés. On a mis tout dans le même bain. Il y avait des écoles extraordinaires comme Atmer, des écoles des cours par correspondance à l'étranger, etc. Ça passe à là, c'est en train de les détruire parce que... C'est-à-dire que comment ça s'appelle, pas le CNED, non, c'était... Les cours à distance, oui, le CNED. Donc ça, c'est supprimé, ça n'existe plus. Alors, ils essaient de résister, Ouais. Mais là encore, là je vois par exemple les parents se sont rassemblés devant la préfecture de Créteil pour réaffirmer la liberté de choisir l'instruction en famille. Vous avez de plus en plus, on en parlera tout à l'heure, vous avez de plus en plus d'enfants harcelés à l'école. Oui, mais enfin c'est pas la solution. C'est pas la solution. Faut pas tout mélanger. On va pas mettre. Vous avez des enfants Sophie, qui, quel que soit décemment malade, pas défendre la scolarisation d'enfants normaux. Quand je dis normaux, c'est-à-dire pas malades, pas nécessitant. Mais j'étais enfant diplomate, j'étais à Atmer. On fait comment autrement? C'est des cas particuliers. Mais non. Mais ce sont des cas français. Enfin, mais l'enseignement moi je dis des choses aberrantes avec des parents qui scolarisent leurs enfants chez eux. Et je trouve ça assez la grande majorité est formidable. Et ce que je veux dire, alors on va mettre on va être modéré. Je dirais que sous prétexte d'éviter des écoles confessionnelles à domicile, on a généralisé. Ces écoles confessionnelles, il y a qu'à les éviter autrement, d'autant que, de toute façon, ça arrive à l'école publique où les professeurs sont d'accord. Deuxièmement, vous avez effectivement une scolarité qui est tout à fait logique et normale. Il y a eu des temps de précepteurs, il y a tout eu, c'est une tradition. Oui, l'école à domicile dans certains cas, et la seule chose à faire, c'est un examen rapide, normal, par un collège, pour dire, ok, vous y avez droit, vous y avez pas droit. Allez, c'est la pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant. À tout. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va essayer de se mettre d'accord aujourd'hui autour de Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum transatlantique. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. Ce sera les lundis et mardis à 7h25. Et également, on va vous retrouver dans les vraies voix. Puis vous reviendrez régulièrement ici également. Matignon, toujours pas de Premier ministre. La situation est quand même ubuesque. Je vois un tweet de quelqu'un qui dit que Emmanuel Macron n'a toujours pas écarté la possibilité de Cazeneuve ou de Bertrand qu'il est en train de consulter, d'en dire qu'il est perdu. Je crois que c'est peu de le dire. On va revenir sur tous ces sujets avec vous. On continue rapidement notre tour de table avec vous, Jean-Claude. Sujet hautement... Oui, on va sortir un petit peu de la politique nationale parce que pendant que le président de la République cherche un Premier ministre, eh bien le monde continue à tourner évidemment. Et j'ai un coup de gueule parce que je n'ai pas vu réagir beaucoup de féministes en France et un peu partout dans le monde sur les talibans qui viennent de prendre une nouvelle mesure contre les femmes qui ne peuvent plus parler en public. Vous savez, depuis maintenant 3 ans, on a un peu abandonné la région.
Et c'est l'occasion aussi pour moi de signaler le travail énorme que fait l'une de nos concitoyennes françaises d'origine iranienne, Fahimeh Robiol, sur la défense des femmes afghanes. Nous les avions reçues il y a à peu près une quinzaine d'années une délégation de femmes parlementaires. Et on a le sentiment que les droits de ces femmes a reculé. Alors ça peut paraître très éloigné. Non. Mais j'ai envie de dire que ce sont des préoccupations, pour moi. Quand on parle, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'Henri Leclerc, on parle des grands principes, on parle de grandes idées, on parle de liberté. Ça ne peut pas s'arrêter à notre porte. Il y a des sujets qui ne peuvent pas s'arrêter à notre porte parce que si ces femmes-là ne sont pas en paix, eh bien, nos sociétés ne peuvent pas aller bien. Et vous voyez, il y a un lien avec tous les autres sujets, avec l'immigration, avec beaucoup de choses, parce que automatiquement, quand on n'est pas bien chez soi, non seulement il faut faire en sorte qu'elle soit bien chez elle, mais on va là où on peut se sentir le mieux ailleurs. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et vous avez tellement raison que je pense qu'il faut que les femmes françaises arrêtent de se regarder le nombril, parce que là, on est dans un état de promotion des femmes sous n'importe quel prétexte dans tous les domaines. Je suis pour, évidemment, la promotion des femmes. Elles sont capables de prendre le pouvoir elles-mêmes. Mais on en est non, pas là. Et là, si, on n'en est pas là. Et elles ne s'occupent pas des pays étrangers. On en est aussi à essayer de comprendre comment la gauche, enfin moi je ne comprends pas comment la gauche ne défend pas, cette liberté des femmes à disposer de leur corps, de leur visage. Je ne comprends pas. En Louboutin de Paris ne se mobilisent pas pour les femmes afghanes, ça c'est sûr. Les féministes ne se mobilisent pas. Et qu'elles ne veuillent pas voir que la liberté c'est de montrer son visage et qu'elles expliquent comment elles sont libres de s'habiller comme elles veulent. Bien non mais c'est n'importe quoi. Attendez, c'est n'être jamais sorti de chez soi ou de Paris pour raisonner comme cela. Moi je veux dire qu'il faut être un petit peu sérieux, et s'il y a des sujets sur lesquels nous pourrions nous mobiliser, même si nous sommes très loin, c'est de faire savoir que nous sommes solidaires de ces femmes-là. Et là encore, je redis le travail que fait Fahimeh Robiol et un certain nombre de femmes que nous accompagnons, parce que c'est aussi ça, être citoyen engagé, plutôt que de passer exclusivement sa journée à se demander qui sera Premier ministre. Mais je suis d'accord avec vous et je cite aussi Shekeba Hachemi qui, elle, a fui l'Afghanistan, qui a raconté son parcours, qui pleure quasiment tous les jours. Elle avait financé des écoles pour les petites filles, elles ont été fermées. Jean-Luc, un mot sur le sort des femmes afghanes. Je suis pas d'accord. Je pense que on fait ce qu'on peut au niveau international par rapport à l'Afghanistan, que tout le monde a abandonné, notamment la France a totalement abandonné. Nous n'avons pas accueilli notamment tous ceux qui avaient travaillé pour les Français ou pour les Européens au niveau de l'Afghanistan, notamment au niveau de la capitale. On les a abandonnés sur place, on abandonne les femmes. Il me semble, en lisant sur les réseaux sociaux et sur un certain nombre d'associations, que un certain nombre d'associations, notamment en France, notamment féministes, essayent de parler de ce qui se passe là-bas. Oui, mais le silence étant assourdissant, ça ne passe pas. Il me semble avoir lu aussi, je termine, avoir vu un certain nombre de rassemblements, notamment en place de la République, assez régulièrement. Oui, mais globalement, est-ce que c'est suffisant ? Sûrement pas. Non, mais la voix de la gauche, la voix de la gauche, malgré tout, n'est pas là pour défendre ces femmes et favorise le port du voile. Je veux dire, quand on entend Sandrine Rousseau, des gens dire c'est Sandrine Rousseau n'est pas la voix de la gauche. Non, mais c'est un exemple. C'est quelqu'un qui se revendique de gauche. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Jean-Luc, bien sûr qu'il y a quelques associations. Mon propos n'était pas de dire que personne. J'ai bien entendu. Mais l'idée, c'est de dire que les grandes voix, où de manière récurrente, on ne dit pas assez encore et encore pour que ces femmes-là, dans le combat qui est le leur, qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Absolument. Je suis d'accord. Et un coup de cœur pour cette interview de Jean-Paul Brigelli ce matin dans le Figaro, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui raconte comment on a laissé faire dans l'éducation nationale l'entrisme islamiste. Oui. Très intéressant la façon dont on a laissé effectivement les abayas, les djellabas et autres s'installer dans les écoles. Pendant ce temps-là, on interdit l'école à domicile. Sans réagir. Eric, sujet important également, discours également extrêmement émouvant de Gérald Darmanin hier. Oui. Alors, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, Les mots pour le dire, vous savez, de Marie Cardinal, vous vous souvenez de ce livre, on était jeunes, mais Les mots pour le dire, je trouve que le ministre de l'Intérieur démissionnaire
a écrit un discours, parce qu'il l'a écrit lui-même, d'après ce que j'ai cru comprendre, un discours extrêmement digne sur l'hommage qui a été rendu au gendarme qui a été tué par un multirécidiviste délinquant de la route après un refus d'obtempérer. Hommage rendu à Nice hier. Je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé que ce discours était d'une incroyable dignité et surtout d'une force politique. Alors vous allez me dire, il va quitter Beauvau, c'est peut-être plus facile ou pas. Bon, oui, parce que c'est vrai qu'on ne sait plus trop sur quel pied lancer. Mais il a dit, à mon avis, deux choses importantes, très importantes. Il a dit que ce type de crime, puisqu'il a parlé de crime, ce ne sont pas des faits divers, mais des faits de société. Et ça, c'est très important parce que souvent, le distinguo qui est opéré, il est plutôt opéré en se bouchant le nez par certains commentateurs en disant mais non. En fait, le ministre de l'Intérieur a mis les pieds dans le plat et il a eu raison. C'est un fait de société, le refus d'obtempérer, qui est absolument hallucinant, qui est à l'image de l'ensauvagement, de la violence de la société dans laquelle on vit. Puis deuxième chose qu'il a dit très importante, me semble-t-il, c'est qu'il a dit finalement à la face de celui qui était très absent lors de ces cérémonies, d'ailleurs qui est très absent depuis le début de ces faits de société, c'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On ne sait pas s'il est rentré de vacances ou pas, mais il est nulle part. Il a dit il a une maison en Corse, non? Il passe souvent ses week-ends à Nice, justement. Oui. Il est démissionnaire. Mais il a dit, Gérald Darmanin, la société demande justice. Parce que il y a un grand fossé, me semble-t-il, et j'ai un homme de loi à ma droite, mais il y a un grand fossé qui est en train de s'installer entre la justice légale, souvent technique, incompréhensible pour la plupart du commun des mortels, avec un juge des libertés et de la détention qui prend une décision de laisser parfois sur d'autres faits de société des gens en liberté. Donc la justice légale et ce que les Français maintenant considèrent comme la justice légitime, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un divorce qui est en train de s'installer parce que la justice ne communique pas suffisamment, parce que c'est d'abord le parquet qui communique et non pas le juge des libertés. Mais ce divorce, en fait, n'est pas sain du tout pour la démocratie. Non. Il n'est pas sain du tout pour la démocratie parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on incarcère un gendarme qui a tué un jeune, vous vous souvenez de l'affaire Naël, sur un refus d'obtempérer, et laisse en liberté même sous contrainte de rendre son permis, de ne pas quitter les Alpes-Maritimes, une autre personne, et ce décalage entre la justice légale et la justice légitime est en train de faire des ravages dans l'opinion publique. Mais une question quand même, Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur, les rodéos urbains, on nous avait dit qu'il devait y mettre fin, ça continue. Je veux dire, il est ministre de l'Intérieur. C'est là-dessus que je voulais terminer aussi mon hommage à Gérald Darmanin. C'est que le constat est fort, le message politique de Gérald Darmanin, sans doute, peut-être, quittant Beauvau, est fort, mais il ne dit pas comment empêcher que ce genre de fait de société continue à faire des victimes parmi les forces de l'ordre, ou autres d'ailleurs. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. Ouais. Donc c'est assez dramatique. On se retrouve dans un instant avec vous, après la pub. Vous vouliez réagir ? Oui, mais après la pub, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai envie de dire. Moi, je veux pas de la justice de l'émotion non plus. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à la justice de l'émotion. Et le vrai sujet, c'est la culture de l'ordre que nous avons perdue dans notre pays. La culture de l'ordre. Et pardonnez-moi, mais lorsque nous étions jeunes, on savait qu'on ne pouvait pas rouler à vélo, rouler à moto sur le trottoir. On descendait, on poussait la moto. Aujourd'hui, vous êtes poussé par un motard qui vous dit, il y a trop d'embouteillage, donc je passe sur le trottoir. Donc effectivement, nous sommes dans une société où on a perdu la culture de l'ordre, parce que s'il y avait cette culture de l'ordre, avec les sanctions qui vont avec, mais aussi avec la prévention, eh bien, on saurait que le refus d'obtempérer quelque chose d'inacceptable dans une société où effectivement les policiers font leur job, vous êtes arrêtés, avec ou pas de sanctions, mais en tout état de cause, il y a une structure sociétale. Donc il a raison de dire que ça n'est pas un fait divers, parce que ça n'est pas accessoire, ça devient une pratique. Et je voudrais ajouter quelque chose, juste une seconde, dire que cette culture de l'ordre, c'est parfaitement juste, mais
ça va mal dans tous les secteurs. C'est la même chose dans le monde de l'hôpital, parce qu'il n'y a plus de responsabilité individuelle, parce que tout le monde a raison avec une multiplicité des réseaux et des process de décision, et que donc tout ça est en train de partir en vrille. Bon, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour évoquer la situation politique de ce pays au-delà des noms qui circulent depuis plusieurs mois maintenant. Quel avenir pour la France et quel avenir pour le gouvernement et pour le président de la République. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on va rentrer dans le dur de la politique. Nous sommes ensemble avec Jean-Luc Benamias, Jean-Claude Beaujour, Sophie de Menton et Éric Revel. Alors peut-être vous pourriez nous citer votre tweet, Jean-Luc, décidément, Éric, je veux dire, à propos de ce qui est en train de se passer. Donc on a compris ce matin que le ballon de baudruche Thierry Baudet s'était dégonflé, que on remet Xavier Bertrand sur le tapis, peut-être Bernard Cazeneuve, et les journalistes, je le dis, ont une certaine responsabilité. Alors lisez-nous votre tweet. Il faut toujours parler au conditionnel, vous êtes d'accord? Parce que là on dit que l'hypothèse Baudet s'éloigne au profit de celle peut-être de Xavier Bertrand. Non, j'ai fait un tweet en disant... Donc, haro sur le Baudet, point d'interrogation. Cette comédie élyséenne n'humilie pas seulement la classe politique, mais aussi journalistique. Parce que figurez-vous que depuis des jours et des jours et des jours, tous les observateurs journalistes que nous sommes, on commente à chaque fois que l'Élysée nous jette un os, un nom en pâture, nous, comme des chiens affamés, on se jette sur l'os, on rogne, bon. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est baladé en permanence. Alors, cette crise politique, elle prend quand même beaucoup d'ampleur, Valérie. Elle prend beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer, notamment, et j'en parlais ce matin dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin, sur la question budgétaire. Je ne sais pas si vous voyez, on vient d'apprendre, grâce au Figaro de ce matin, qu'il y avait un nouveau dérapage budgétaire de 15 milliards d'euros. Normalement, le budget, il doit passer sous les fourches codines de la Haute Autorité des Finances, du Sénat, de l'Assemblée nationale. Voilà. On a la commission de Bruxelles qui demande à y voir plus clair, puisqu'on est quand même humilié depuis quelques semaines, puisqu'on est placé sous une procédure pour déficit excessif. Donc il y a urgence à avoir un budget. Or, si vous n'avez pas de Premier ministre, vous n'avez pas de gouvernement, vous ne connaissez pas les choix budgétaires, vous ne savez pas exactement. Et on apprend que avec tout cela, il y a un dérapage budgétaire supplémentaire de 15 milliards d'euros. Donc cette crise, qui est une crise politique, peut devenir une crise économique, une crise financière. Non, mais il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête. Alors bien sûr, il y a des ressorts institutionnels qui fait que les fonctionnaires continueront d'être payés, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans quelle situation la dissolution a placé la France? C'est absolument incroyable. Jean-Luc Benamias, c'est vrai que on ne le dit pas assez, mais la situation est absolument dingue. Elle est complètement dingue depuis le départ, parce que nous avons un président de la République qui a décidé de dissoudre n'importe comment, n'importe quand. Alors, on est dans une situation irréelle. Je le dis régulièrement sur cette antenne. Pour moi, Emmanuel Macron a tué la Ve République. Il n'y a plus de porte de sortie réelle. On est dans l'irréel le plus total. On vit dans un monde parallèle. Alors là, on en a encore les soubresauts. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais sur l'annonce de premiers ministres putatifs, les uns après les autres. Alors là, ce matin, donc c'est Xavier Bertrand. Enfin, qui peut penser que Xavier Bertrand a une majorité à l'Assemblée nationale possible? Le RN vient d'annoncer qu'il voterait la censure si c'était Xavier Bertrand. Mais le RN, dans ce cadre-là, ne fait que jouer son propre jeu. Ça me paraît d'ailleurs, de la part du RN, relativement normal. Je les soutiens pas, mais relativement normal. Il faut quand même qu'on s'aperçoive que dans le monde irréel dans lequel on vit, dans lequel nous a mis le président de la République, plus rien ne tient. Et j'entends ce que dit Éric. Moi, chaque jour, j'écris des tweets aussi régulièrement mais on va combien de temps on va jouer avec des noms qui n'ont aucun rapport avec une réalité, la réalité réelle de majorité possible, qui n'existe pas de mon point de vue, à l'Assemblée nationale. Il y a un côté vraiment monde parallèle. Comme le côté monde parallèle de nos ministres démissionnaires qui font des conférences de presse, mais pour dire quoi? Pour parler à qui?
Oui, mais oui, parce que quand on évoquait le nom de Thierry Baudet hier, donc que tout le monde connaît maintenant, président du Conseil économique, social et environnemental, et la question qu'on se posait ici, c'était de dire, mais est-ce qu'on a voté pour avoir Thierry Baudet comme Premier ministre? Les Français ont voté pour quoi? Pour avoir un changement? Pour avoir... Oui, alors Valérie, il y a un point qu'on pourrait dire aussi, je pense que ces noms jetés en pâture sont aussi un test pour les politiques, parce que on voit immédiatement les réactions contre les francs-maçons au CESE, contre le mutualisme, contre l'Assemblée du en même temps. Donc immédiatement, les réactions sont tellement fortes dans la presse le jour même que ça doit peut-être décanter. Ils se disent ah ben non, celui-là on peut pas. Oui, donc je me demande s'ils s'en servent pas, ce qui est une catastrophe. Je suis d'accord. Et la difficulté d'Emmanuel Macron, il faut quand même le dire, c'est que moi je pense, contrairement à tout le monde, qu'il n'a pas du tout l'intention de dissoudre dans un an. Il a l'intention d'aller jusqu'au bout, et donc il essaie vraiment d'avoir quelqu'un qui pourrait tenir un peu le coup pour gouverner de briques et de broc. Je pense qu'il n'a pas l'intention de dissoudre. Ouais, alors juste 3 mots très rapidement. Non. Moi, j'entends parler beaucoup de noms. Je n'entends pas parler de programmes, de projets. Non, mais attendez. Comment peut-il en avoir? Non, mais attendez. Parce que en réalité, les noms, les ci, les ça, c'est dans le microcosme que ça fonctionne. Ce que nous demandent nos concitoyens, c'est quid du pouvoir d'achat, c'est quel avenir pour l'école, c'est quel avenir pour la santé, etc. Donc, on parle de contenu. Or, le contenu, il n'en est pas question. Deuxième élément, le président de la République, en ayant lié l'échec aux européennes avec le sort national, effectivement, il a changé en quelque sorte l'esprit de la Ve République. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites, il n'a pas intention de démissionner, etc. Je n'en sais rien. Non, de dissoudre. De dissoudre, déjà. Il veut tenir, etc. Mais le sujet n'est plus là. Le sujet, pardonnez-moi du peu, vous semblez imaginer que le président de la République à lui seul serait un monarque, et je ne vous ferai pas offense de vous rappeler l'histoire et de vous rappeler qu'un certain nombre de rois n'ont pas pu tenir. Non mais bien sûr, la question, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit au peuple? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Comment est-ce que les gens vont se soigner? Comment est-ce qu'on va à l'école? Comment est-ce qu'on rétablit les grands équilibres? Et vous avez parlé de crise financière, etc. Donc c'est ça le vrai sujet. Et si le peuple, à un moment donné, nous dit stop... Mais le peuple a voté pour un changement, c'est ce que nous dit. On a voté pour du changement. Mais moi, là, je parle plus de changement et on va retrouver les mêmes. Je parle plus de changement. Je dis si le peuple nous dit stop, nous n'aurons pas le choix. Je suis bien d'accord. Oui. Voilà, c'est tout. Alors, si vous voulez, il y a quand même un problème énorme. Bon, cette dissolution, Jean-Luc Benamias le rappelait, est un fiasco total. C'est un fiasco total pour les raisons sur lesquelles on va parvenir. C'était prévisible. Mais pardonnez-moi, même si ça me coûte un peu de le dire, l'esprit républicain, même si rien constitutionnellement n'oblige le président de la République à nommer un Premier ministre issu du groupe le plus important à l'Assemblée nationale, la nouvelle erreur d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir nommé un Premier ministre, pardonnez-moi, qui était issu du NFP. Ça me coûte de le dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que... Ça aurait duré 3 semaines, c'est parce que, voilà, ça aurait duré 3 semaines, mais au moins, il était dans l'esprit républicain. Or, il n'a pas voulu faire. Gagné, c'est pas vrai. Mais attendez. Alors, mais l'erreur du NFP, c'est de ne pas comprendre. Alors, je parle même pas du programme économique du NFP, qui est complètement délirant, et la plupart d'entre eux, quand vous discutez avec eux, le savent, hein. Bon. Mais l'erreur du NFP, c'est d'avoir voulu imposer à l'arrogance d'Emmanuel Macron une première ministre avec le nom de Madame Lucie Castet. C'est une erreur du NFP. Le président de la République, il ne veut rien se faire imposer. Et en fait, qu'est-ce qu'il cherchait, ou qu'est-ce qu'il cherche? Je sais plus quel temps il faut employer avec Thierry Baudet. Il cherchait à avoir quelqu'un qui, en fait, ne serait pas un politique, pour, en fait, pouvoir cumuler 2 statuts, celui de président de la République et celui de Premier ministre. Ouais. C'est ça que Emmanuel Macron cherchait. Le problème, c'est que là aussi, quand on regarde dans le CV de Monsieur Baudet, il y a plusieurs choses qui sont, du point de vue d'Emmanuel Macron, inacceptables. Et notamment, ce qu'il a dit sur la réforme des retraites, Monsieur Baudet. Il veut revenir sur la pierre angulaire qui a tellement entraîné de contestation dans la rue, qui est la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Ouais. Comment Macron peut nommer un Premier ministre qui expliquait il y a encore peu de temps qu'il reviendrait sur la réforme des retraites du maître à penser qu'est Emmanuel Macron. Donc tout ça est impossible. Donc en réalité, pardonnez-moi, je ne partage pas l'analyse de Sophie de Menton. Le président de la République, il nomme un gouvernement qui est débarqué dans 3 mois. Si tout ça dure
moins d'un an. Mais quelle est la porte de sortie d'Emmanuel Macron? Mais il n'en a pas. Si, c'est celle de prendre la porte de l'Élysée. Absolument. Mais non, je suis d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je suis d'accord avec vous. Alors, non, vous allez rajouter après la pub. Petite pause. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, situation ubuesque, surréaliste, je ne sais pas quel terme on le peut employer et quelle solution pour s'en sortir. Juste un petite parenthèse. Juste une petite parenthèse amusante aussi. Gabriel Attal a planté un arbre avant son départ de Matignon. Donc bientôt on va avoir une forêt. On va avoir une forêt, c'est ce que je voulais dire. Petit trait d'humour, une forêt à Matignon bientôt. Alors Sophie. Non, moi je voudrais dire une chose. Je trouve que ce titre de ministre démissionnaire est ridicule, utilisé par tous les journalistes, les ministres démissionnaires. Ah mais c'est surtout que juridiquement ça n'existe pas. On est ministre, on n'est pas ministre. Il y a un décret qui. Voilà. Je voudrais presque avoir un coup de chapeau. Il y en a qui sont libérés. Je trouve que la ministre de l'Éducation nationale, elle se lâche. Ils font quand même leur boulot. Ils sont là, ça ne doit pas être confortable du tout, hein, quand même. Je vais pas. Il y en a qui se disent est-ce que je vais rester ou pas. Et en tout cas, je ne les juge pas responsables de cette situation catastrophique. Enfin, là aussi, pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron a plongé le pays dans une situation mais hallucinante. Là, il n'y a plus de séparation entre le pouvoir exécutif et législatif. Vous avez des ministres qui sont dans l'exécutif et qui sont parlementaires. Exactement. Mais attendez, mais c'est absolument incroyable. On est en train de s'asseoir sur tous nos principes. Bien sûr. Mais c'est hallucinant quand même. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Luc? Non, c'est un monde. Nous vivons dans un monde irréel, et on fait ce qu'on peut, nous, sur les différentes émissions, notamment sur Sud Radio, pour essayer d'expliquer l'irréel. C'est très compliqué d'expliquer l'irréel, hein, le monde parallèle. Je vais revenir sur ce que disait Eric et par rapport à Thierry Baudet, mais on pourrait parler d'autres gens. Thierry Baudet. Avant qu'on parle de lui, seuls ceux qui ont été un jour membres du CESE, comme moi notamment, savaient que Thierry Baudet était président du CESE. Thierry Baudet, quand il est président du CESE, parle au nom de ce qu'on appelle la société civile organisée, syndicats, artisans, patronats et autres associations. Donc, ces prises de position telles qu'il les avait pendant qu'il était encore président du CESE, il l'a encore, étaient des prises de position du compromis passé au Conseil économique, social et environnemental. Je ne sais pas quelles sont les positions de Thierry Baudet. Ce que je sais, en lisant comme vous des différents journaux, c'est que c'est un proche d'Emmanuel Macron. Donc on est encore dans un leurre total, qui ne servira à rien, puisque de toute façon, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas Premier ministre. D'ailleurs, comme tous ceux qu'on a cités jusqu'à maintenant, puisque personne n'est capable, à l'heure qu'il est, de dire qui sera Premier ministre. Et comment sera-t-il Premier ministre? Et combien de temps tiendra-t-il Premier ministre? Oui, mais quelle solution quand même, donc c'est quoi? C'est la démission? Là où j'ai une surprise, malgré tout, ok, il y avait les Jeux Olympiques, mais c'est réussi. Mais quand on est président de la République, on est président de la République, Jeux Olympiques ou pas Jeux Olympiques. Moi, je suis quand même surpris qu'il faille attendre le 2 septembre pour qu'on nous dise qu'on est dans la phase active de recherche, alors que depuis le 9 juillet, le sujet est posé. Bien sûr. Donc voilà. Oui, il a cherché quand même. Mais c'est c'est pour ça que je dis, je suis quand même très surpris. Alors quelle issue, quelle est l'issue pour Emmanuel Macron? J'en vois pas constitutionnellement. Comment on peut le comprendre? Parce que imaginons que ça dure encore 8 jours, je sais pas, ou 10 jours. Comment est-ce que on peut contraindre le président en disant stop, ça suffit? Non, mais il y aura pas de contrainte après. Non, mais comment Non, mais à un moment donné, on vit dans un régime institutionnel. Il faut un budget, il faut un gouvernement, il faut signer des décrets. S'il y a mais s'il continue comme ça. Non, mais il sera. Nous allons vivre un certain nombre de crises successives. Oui, je mais ne la peux plus pas grave définir quelles sont les crises successives. La plus grave sera certainement la crise économique sera certainement économique mais institutionnelle aussi. Le budget, oui. Oui, parce que ça ne veut rien dire un ministre démissionnaire. Bien sûr que non. Un ministre démissionnaire, ça ne veut rien dire. Alors, mais qui est capable de dire qu'il y a une crise institutionnelle? Qui est capable? J'ai bien vu Madame Belloubet, mais on peut pas être ministre sans être ministre. On voit bien le problème que cela pose. Il faut donner des instructions. Le ministre, c'est aussi un chef d'une administration. Donc, on ne pourra pas obéit là pour l'instant. L'administration. Mais elle obéit, elle doit Madame Belloubet. Elle travaille de son côté, l'administration. Elle doit donner des instructions. Donc, je ne sais pas comment nous avons
nous allons progresser plusieurs mois comme ça. Puisque vous dites qu'il y a une crise institutionnelle et qu'on n'a pas le droit d'être au Parlement et d'être politique. C'est pas moi qui le dis. Mais j'ai compris. Je ne discute pas. Je dis qui a le pouvoir de rappeler à l'ordre, le Conseil constitutionnel, le Sénat, qui a le pouvoir de rappeler à l'ordre le président. Le Conseil constitutionnel, par exemple, il y a un trou dans la raquette. Quid de décision, par exemple, de l'Assemblée nationale sur son organisation propre? On l'a bien vu avec des ministres dont on dit qu'ils sont démissionnaires, mais ce sont des ministres qui ont voté ès-qualité de parlementaire. Quelle est la conséquence juridique que l'on en tire, ou la légalité? Mais ça a été dit, mais tout le monde s'en fout. Il a été posé la question de la légalité des décisions qui ont été prises par l'Assemblée, incluant des ministres. Il n'a pas été interpellé par le Conseil d'État. On a le sentiment quand même qu'Emmanuel Macron est perdu. Je vois moi, pas du tout. Je vois, quand vous lisez Premier ministre Macron va enchaîner de nouvelles consultations avec les différentes forces politiques dans le RN, il est quand même au pied du mur. Il recommence des consultations. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver la personne. Dont le RN. Oui, dont le RN. Ce sont nos confrères de BFM TV qui. Il serait temps. Donc il va consulter. Il serait temps. Il va consulter le RN. Ouais, après avoir dit qu'ils étaient. Alors Macron continue de tester les hypothèses Bertrand et Cazeneuve, et donc la dernière info en date, c'est qu'il va consulter le RN également. Écoutez, comment est-ce qu'on peut refuser non mais attendez, où le RN est anticonstitutionnel et on interdit le parti? S'il n'est pas républicain, on l'interdit. Ou alors, devant ces élections, on les consulte. Moi, je suis d'accord. Définissez-moi. Je vous lis exactement. Le président de la République compte procéder à de nouvelles consultations par téléphone il y a urgence, avec les différentes forces politiques, dont le Rassemblement national, en vue de former le prochain gouvernement. Alors attendez. Là, on est dans la plus pitoyable. Pardon. D'où sort cette info? Quelle est qui a vérifié une seule seconde que cette info sortie par BFM était juste? Moi, j'en ai assez, comme vous tous et vous toutes, d'entendre parler. Un tel a dit que. C'est qui un tel? Oui, mais c'est qui? On peut donner un peu de crédit à nos confrères de BFM si je pense qu'ils ont des informations pour ne pas publier ce type d'informations graves et importantes pour dire que le président de la République est en train d'envisager de créer un gouvernement avec le RN. En tout cas, ça n'a pas été démenti. Ça n'a pas été démenti. Mais attendez, si l'information est juste, et j'y mets des guillemets, si le président de la République consulte les leaders du RN après avoir dit et voilà, pour le second tour des législatives, il faut écarter le RN mais alors attendez, là on est au bout du bout de ce qui est possible. Je sais pas où va Emmanuel Macron si cette information est juste, mais il est dans un mur absolu. C'est ce que je vous dis. Mais attendez, mais là ça va gronder de toutes parts. Le RN va monter évidemment au créneau, va peut-être tenter sa chance, mais que va dire la gauche devant une telle déclaration? Mais alors attendez, là mais on est en train de plonger le pays dans une situation apocalyptique. Ouais. Je porte pas de jugement sur le RN. Je dis simplement qu'après la mascarade des législatives sur voter pour LFI mais votez pas pour le RN, le président de la République consulterait le RN. Mais attendez. Enfin, c'est surtout reconsulte après avoir dit que le RN ne venait pas au second tour, en quelque sorte, en deuxième semaine, et maintenant on dit ils viennent pas en deuxième semaine mais ils seront aussi en finale. Là, on est dans la confusion. Non, mais il faut effectivement vérifier tout ça, parce que là les bras m'en tombent. C'est pour ça que je vous dis, je suis d'accord pour vérifier les informations, etc. Mais je pense qu'une information comme celle-là n'est pas tweetée, n'est pas donnée par BFM à la légère. Sophie ? Je sais plus quoi penser. Non, mais on sais plus quoi penser. Vous savez, moi je vous redis, et là encore, je suis pas en train de parler de 6ème République, je suis pas en train d'appeler à quoi que ce soit. Je vous redis, je crois que nous n'avons pas d'autre solution que de procéder à une présidentielle. Parce que on arrive à quelque chose de complètement fermé. On vient de procéder à des élections législatives avec une majorité qu'on ne trouve pas. Dans l'esprit de la 5e République, la majorité parlementaire ne sort pas, rien ne se dégage, et vous venez de le dire, que l'information soit justifiée ou non justifiée, mais le fait que le président de la République, après 6 semaines, ait autant de mal à trouver un Premier ministre qui emporterait un mouvement général,
il me semble qu'il ne reste plus qu'une seule chose à faire si cette situation, et je réponds à votre question, si elle venait à perdurer, c'est de provoquer une élection présidentielle. Et comment on fait? De provoquer une élection présidentielle. Il démissionne. Mais oui, il faut qu'il le veuille. Et c'est pas bon. Attention, Sophie. Mais non, mais Sophie, attention. Je ne suis pas en train de demander que le président s'en aille, qu'on soit bien d'accord. Je suis en train de dire que si on n'arrive pas à trouver une solution, et vous voyez bien qu'on ne s'en sort pas au bout de 6 semaines. Le président n'arrive pas à trouver une solution. Et si même les parlementaires n'arrivent pas à se mettre d'accord, si ça devait, mais je n'invente pas la poudre en disant ça, si ça devait perdurer, il n'y a pas, dans l'esprit de la Ve République, il n'y a pas d'autre solution qu'une présidentielle. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, il acceptera jamais parce que c'est l'élection de Marine Le Pen à peu près assurée. Mais c'est pas le sujet, Sophie. C'est plus le sujet. Attendez, mais arrêtez de nous dire. Laissez-moi finir ma phrase. Ce n'est plus la question. Non mais il n'acceptera pas. Moi, je veux bien. Mais quelle solution? Mais j'ai jamais dit ça. Vous laissez pas finir les phrases. Je dis que si il ne veut pas démissionner et s'il s'accroche, on ne peut rien faire. Et sa hantise absolue, c'était de laisser la place et d'être celui qui a laissé la place à Marine Le Pen en démissionnant. Donc je dis juste ça. Mais Sophie, moi ma hantise absolue, c'est que le monde soit merveilleux, etc. Sauf que c'est pas la réalité. Que le monde soit, vous nous aurez compris dans l'esprit. Le contraire. Mais on aura compris. Mais la question n'est pas là. Emmanuel Macron en tant que tel. Moi je vous parle, quand je lis les textes des institutions, nous ne pouvons pas continuer sans gouvernement. On vient d'être d'accord sur un terme. La Belgique, ça n'a aucun sens que de dire des ministres démissionnaires. On ne peut pas fonctionner. On a des ministres qui prennent des positions, mais qui ne sont pas vraiment des positions, mais en même temps. Donc on voit bien que ça ne peut pas durer éternellement. Même si on avait, et vous voyez, même si nous avions une législative, est-ce que vous pensez que les Français, comme par hasard, rechangeraient encore? Oui. S'il n'y a pas de front, ils changeront. Il y a eu un sondage qui disait que les Français ne regrettaient pas leur vote. Voilà. À plus 60%. Donc Et c'est pour cela qu'il s'est trompé, parce qu'il a pensé qu'entre les européennes et les législatives, il aurait pu renforcer la majorité présidentielle, mais c'est pas renforcé. Les gens ont voté à peu près comme ils ont voté aux européennes. Pardonnez-moi aussi, si on arrive à tout ça, c'est la qualité effondrante des chefs de parti, qui sont tous en train de vouloir agir pour leur clan, pour leur promotion et pour leur job. C'est effondrant. Il y a un moment donné à l'Assemblée nationale... Quelle différence il y a avec les années antérieures? Oui, il y a j'ai toujours... pas vu ça, moi, jamais. Les chefs de parti ont tellement changé que ça. Jamais vu ça, moi. La politique ils ressemblent toujours beaucoup été à ceux qu'on a connus il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Bien sûr. Moi, j'ai jamais vu un tel bordel. Allez. Vous n'étiez pas née. Bien résumé. Oui, c'est ça. Vous n'étiez pas née, Sophie. C'est bien résumé. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite. Vous étiez en cours de récréation. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, il y a d'autres sujets dans l'actualité. On va parler de la rentrée. Peut-être avant, juste un drame absolu. C'est le Pernod Ricard qui va sponsoriser le PSG. Donc à Marseille, il y a un gigantesque appel à ne plus boire de Ricard en représailles. C'est bon pour l'alcoolisme. Ben oui. Il y a d'autres marques pour boire du pastis, donc c'est bon. Ouais. Il en sait quelque chose. Je bois assez peu de pastis. Je le dis publiquement, c'est très mal de le dire. Est-ce qu'il y a du pastis sans alcool? Oui, il y en a. Oui, ça existe, mais c'est pas du pastis. Ce n'est pas de la pub. Pacifique. Il faut citer plein de marques aussi, sinon on va se faire reprendre. Avec la baigneuse qui sortait en maillot de bain avec la trace de son pied sur le bois. Vous savez pas de cette pub Pacifique? Évidemment que c'est à consommer avec modération, mais vous en pensez quoi, Jean-Luc? Vous pensez que les Marseillais vont tenir ce boycott? Bon, attendez, on est dans le monde du foot. Déjà, regardons maintenant comment l'Olympique de Marseille, qui a changé toute son équipe, j'en connais plus un seul. Ils ont l'air d'arriver à jouer ensemble, c'est magnifique. Le PSG a l'air de bien jouer ensemble. L'équipe a beaucoup changé, elle aussi. Voilà, c'est le monde du foot. On est dans un monde
là aussi, qui n'est pas parallèle, qui est quand même un autre monde que le nôtre. Hein. Allez, on parle de la rentrée, donc cette rentrée avec où on parle des uniformes, où on parle qui sont testés dans certains établissements, les téléphones qui doivent rester pour certains également à l'entrée de la classe, et puis les groupes de besoins. Moi, ça me fait marrer parce que c'est vraiment de la sémantique. Hein. Elle veut pas dire groupe de niveau. D'ailleurs, vous avez vu son lapsus hier où elle a dit évidemment elle s'est trompée parce que groupe de besoins, c'est des groupes de niveau. Moi, j'ai connu ça, j'ai fait ma scolarité au Canada. Je peux vous dire que quand vous êtes on appelait ça chez les faibles, vous passez pas chez les intermédiaires et encore moins chez les très forts. Mais vous savez, je pense que cette expérience n'a jamais fonctionné. Mais et au-delà de l'expérience, je pense que le refus d'utiliser les mots s'est ajouté au malheur du monde. Ouais. Quelle formule, n'est-ce pas? Elle n'est pas de moi. Non, je sais. Et je pense que c'est ajouté au malheur du monde. Il n'y a plus un mot qu'on peut prononcer. Non. Il n'y a plus un mot. Non, vous avez raison. Et donc c'est terrible, on les change immédiatement les mots pensant changer les choses. Je pense qu'il faut revenir aux mots qui sont beaucoup plus forts, c'est très grave. Et vous avez tout à fait raison sur tout ce qui se passe. Moi j'étais très pour l'interdiction des portables à l'école, les mettre dans un sac quand on arrive. Maintenant il n'y a pas un prof qui osera, ils sont de plus en plus démissionnaires, ils sont sous une influence islamiste. C'est pas les profs qui décident. Pardon ? C'est pas les profs qui décident, c'est l'administration. Bah oui, mais non, les profs décident quand même dans la classe. Ce que je vois de mon côté, c'est que même lorsque les professeurs voudraient, l'administration a peur. Les professeurs sont très souvent. Ça, tu as raison, Jean-Claude. L'administration lâche les enseignants, et je peux vous dire que je connais beaucoup d'enseignants qui rencontrent des difficultés. À la première occasion, moi, j'ai vu des comportements de parents ou d'élèves, mais qui nous révulseraient parce qu'on n'est pas habitué à ça, etc. Eh bien, au lieu de dire pour un chef d'établissement, et je veux pas généraliser, mais quand même, au lieu de dire à un parent, voilà, il y a des règles, on fait comme ci et comme cela, le chef d'établissement met au même niveau l'enseignant et le parent et l'élève qui a un peu fauté, dont on sent bien que c'est pas normal, parce qu'il a peur que ça fasse des vagues. Oui. Nous avons peur de dire, tout à l'heure lorsque je disais que la culture de l'ordre, on pense chaque fois qu'on vous dit ordre, aujourd'hui on a tendance à dire vous êtes un extrémiste. Et moi je le dis parce que je le vis comme ça, je me considère pas comme un extrémiste, mais je dis que pour progresser, il faut un minimum d'ordre, un peu d'ordre à l'école. Un gamin, moi, quand j'étais enseignant, un gamin peut pas passer son temps au téléphone. Il n'est pas à un niveau où il est à ce point indispensable qu'il doit pouvoir être rejoint à tout moment. On n'ose plus dire c'est une atteinte, ça serait une atteinte à la liberté. On a bien vécu sans portable à une époque. Non, mais ça fait rien. Vous oubliez même le mot autorité. Oui, alors... mais ça, je suis complètement d'accord. Donc, il y a un sujet des enseignants qui se sentent un peu lâché. Alors vous avez une vidéo d'une rentrée des classes à Denain dans le Nord où les enfants sont en uniforme. Et vous avez Sandrine Rousseau qui tweet « Quelle tristesse cette uniformisation ». J'invite Madame Rousseau à venir dans les départements français d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et Guyane, où depuis des dizaines d'années, les jeunes portent des uniformes. Eh bien, je peux vous dire que ces écoles sont courues. Ce sont les écoles où il y a le moins, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, où il y a le moins de problèmes du type drogue, etc. Et les parents en demandent et en demandent. Et il n'y a pas de tristesse. Et ce sont ceux-là qui font l'avenir de la République. Et alors, devant ce tribun que j'ai en face de moi, je voudrais dire un mot, parce que je suis évidemment pour l'uniforme, mais je voudrais qu'on précise, parce que j'ai vu, on a été interpellé au sein du mouvement éthique, pour faire un appel d'offres pour les uniformes, et ce serait l'État qui contribuerait ou paierait. Je suis violemment opposée. Je considère que les parents peuvent vêtir leurs enfants. Et quand je dis vêtir leurs enfants, c'est avoir un uniforme simple. On n'a pas besoin de les déguiser en Harry Potter avec des blazers à galons qui coûtent une fortune. Ils ont un pantalon bleu marine ou gris, un pullover V bleu marine. Ça s'achète. Je vais pas donner les marques. Le principe de l'uniforme, c'est que tout le monde est le même. Oui, tout le monde est le même. On peut donner. Si vous laissez les parents acheter ce qu'ils veulent, je réinvite Madame Rousseau. Je voudrais finir et qu'on donne 2-3 adresses pas chères du tout aux parents où il y a effectivement des modèles. Non, mais c'est important. On est ruinés. On va aller subventionner des uniformes. Je trouve ça scandaleux. Le problème est pas celui-là non plus. Il est le problème aussi du respect dans les classes et de ce que disait aussi Jean-Claude. Un enseignant de cette année me disait je vais en cours l'année dernière, à la fin de l'année, je vais en cours avec les troisièmes. Et j'ai dit pourquoi ? Il me dit il y en a un qui a tasé
tasé son camarade de classe, qui a utilisé un taser. Dans ces troisièmes, j'en ai un qui, urine dans les couloirs et qui a failli uriner sur sa prof d'art plastique. Et je lui dis, mais que dit le proviseur? Mais le proviseur ne dit rien, parce que s'il fait remonter ce genre d'informations, il est mal noté. Donc ce sont des situations... Mais au-delà de sa note, il a peur, parce que finalement on se dit, tout de suite ça va prendre des proportions. Et moi je connais bien, on fait des signalements maintenant, donc on transfère le problème, le chef d'établissement fait un signalement au rectorat qui lui-même fait un autre signalement. Il faut que ce soit les parents qui réagissent alors, qui prennent le pouvoir. Alors moi, je partage pas votre point de vue, ma chère Valérie, sur les classes de niveau ou les groupes de besoins, je sais pas comment on les appelle. Pour une raison simple, alors vous me dites c'est compliqué quand on est un élève moyen de passer parmi les bons élèves, mais le problème dans les classes qui sont différentes culturellement aussi, c'est que souvent les très bons élèves, ils sont aussi laissés un peu à l'écart, les moyens sont laissés à l'écart, et puis je vais vous faire remarquer une chose, c'est qu'il y a 40 ans ou 50 40 ans, il y avait des 4e aménagés, vous voyez, il y avait des 5e aménagés. En fait, c'était pas des groupes de niveau ou des classes de besoins, ou le contraire, c'était des classes tout court qui étaient morcelées, c'est-à-dire qu'il y avait des bons et des moins bons. Mais la grande différence avec il y a 40 ans ou 50 ans, c'est qu'à mon avis, le niveau de l'éducation qu'on donnait à nos enfants était supérieur à celui qu'on donne aujourd'hui, Et la grande différence, c'est le contexte aussi sociétal qui a évolué. Pourquoi? Parce que quand vous me faites des groupes de besoins, etc., en fait, vous allez stigmatiser. En fait, vous allez stigmatiser. Le mot est lâché. C'est-à-dire que quand vous stigmatisez, mais non, pas du tout. Moi, je suis favorable. Parce que aujourd'hui, non mais je le dis avec ironie, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous stigmatisez, vous êtes montré du doigt. Mais oui, cette espèce de nivellement, ce nivellement par le bas et ce nivellement d'aspérité, en fait, mène la société dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Les mauvais resteront mauvais. Mais il n'y a pas d'émulation. Non, je crois pas. Je crois pas du tout que les mauvais resteront mauvais. Encore une fois, Valérie, peut-être que vous vous en souvenez pas. Vous êtes bien plus jeune que moi, mais à l'époque, il y avait des classes aménagées. Il y avait des 4e aménagés. Ça existait, vous savez. En fait, c'était pas des groupes de besoins, c'était des classes de besoins. Jean-Luc, pour ou contre ces classes de niveau? Ce serait, je peux pas répondre en 30 secondes en 2 secondes à cette question. Je suis pour qu'il y ait revalorisation du métier d'enseignant. Je suis pour qu'il y ait une meilleure formation des enseignants. Je suis pour qu'il y ait beaucoup plus d'aide en milieu scolaire, que ce soit à la maternelle, en primaire, au collège, au lycée, d'aide extérieure, ce qu'on appelait l'éducation populaire, qui est beaucoup plus d'aide pour aider dans une société nouvelle, dans une société de communication extérieure. On en a évidemment, tout le monde comprend ce que je veux dire par là, qui fait que évidemment les modules éducatifs ont totalement été bouleversés. Et dans ce cadre-là, il faut beaucoup plus de présence adulte et malheureusement, il y en a moins. Et personne n'a prononcé ici le mot des parents. Oui. Les parents. Je veux dire, c'est hallucinant. Les parents qui voient qu'il y a un enfant qui urine et l'école, ils arrivent devant l'école et ils font un scandale. Les parents ont perdu toute autorité. Ce sont eux qui contrôlent l'école. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée. Bravo. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.